Bonjour Philippe Bilger, Bonjour. ravi aujourd'hui de vous recevoir sur la Ruche Média. On va parler aujourd'hui de livre qui vient de sortir ici et que vous verrez parce que je vais l'incruster dans la vidéo, donc on verra mieux que ce que je montre là. Du livre Moi Emmanuel Macron, je me dis, trois petits points. Nous allons en parler tout de suite, on se retrouve sur la Ruche Média. Rebonjour, Rebonjour. comment vous allez? Très bien, Bon. très bien et surtout à la fois très curieux et très impressionné Par par le ce système. nouveau mode que je n'ai jamais. C'est la première fois que grâce à vous je l'éprouve. Oui, c'est assez intéressant. Il faut être concentré sur les réponses, mais aussi sur le dispositif, et D'accord. c'est plutôt... On regarde. Ben, on va regarder ceux qui nous D'accord. regardent, puis en même temps, on va se regarder D'accord. tous les deux. D'accord. Conversation On peut faire fluide. les deux, donc. Oui, sans problème. D'accord. Alors, voilà, moi, j'ai été très attirée et intéressée par ce livre, parce que c'est vrai que vous avez donc été ancien avocat général à la cour d'assises, et il y a, j'ai le sentiment, la possibilité d'une parole un peu objective. Et à travers ce livre, Moi, Emmanuel Macron, je me dis que, il y a le je, vous employez le je, vous entrez un petit peu dans son esprit à la même idée que dans la peau de John Malkovich, et vous devenez en fait Emmanuel Macron. Comment vous êtes venu cette idée? En effet, vous avez très bien décrit le processus qui m'a conduit à faire ça. Alors, il y a beaucoup de présomption, tout de même, dans le fait de croire que je pouvais me mettre dans la peau et dans la pensée d'Emmanuel Macron. Ça m'est venu un jour où j'ai trouvé que le journalisme politique audiovisuel avait des limites en France et que, notamment, il n'analysait pas toujours très bien la personnalité et la pensée d'Emmanuel Macron. Je ne veux pas dire que je l'ai fait remarquablement, simplement me mettant à sa place, j'ai évité les préjugés, les partialités, en tentant de comprendre profondément qui il était, avec la double passion qui m'a toujours inspiré, celle de la parole, celle de la psychologie et celle de la politique. On le ressent bien dans le livre d'ailleurs. Il y a un jeu, alors le jeu J-E, et il y a le jeu J-E-U, X même, où on a le sentiment que vous prenez du coup goût à cette exploration psychologique. Oui, au fond, C'est un jeu presque d'acteur. il est clair que le livre s'arrête à la fin du mois de septembre et donc on est toujours au niveau des espérances. Oui. Et je ne pouvais pas, dans la mesure où je me mets dans la pensée d'Emmanuel Macron, lui faire un réquisitoire contre lui-même, même si par moments je le laisse révéler quelques faiblesses. Mais ce qui m'a passionné véritablement, c'est de tenter le plus possible d'habiter ce qu'il a été et ce qu'il est à partir d'un discours, à partir d'un parcours, fulgurant et impressionnant sur 3 ans. Quoi. Exactement. Et donc, voir pourquoi cette personnalité est exceptionnelle et voir ce qu'elle pourra devenir à l'avenir. Est-ce que ça pourrait être une sorte de déclaration d'amour justement? Déclaration d'amour, non, je ne suis pas comme Christophe Castaner qui Oui, parlait de ça. c'est pour ça que j'ai pris ce mot. Absolument, mais une déclaration d'estime, d'admiration et de compagnonnage à la fois modeste et exaltant avec cette personnalité-là. Peu de gens, et vous me posez des questions très fines, ça montre que vous comprenez que mon souci était de montrer à quel point j'adhérais intellectuellement, humainement à cette personnalité, mais comme chez moi, ça n'induit absolument pas une inconditionnalité politique. C'est ce que les gens comprennent mal. Oui. Dans notre système français, il faut en permanence que on ait de sympathie intellectuelle et humaine que pour les gens avec lesquels on est d'accord en politique, ce qui n'est pas mon cas forcément avec Oui, complètement. On a Voilà. entendu vos positions ici et Absolument. là, et vous savez dire quand vous n'êtes pas d'accord avec Voilà. lui. Et ce qui est assez troublant, justement, comment vous avez travaillé, parce qu'il a un vocable particulier, il peut dire loufoquerie. Il y est dans votre livre ce mot-là. Vous avez étudié son vocabulaire pour pouvoir... Non, non, j'ai tenté le moins mal possible de le faire écrire dans un bon français, dans la mesure où lui-même est infiniment cultivé. Et j'ai noté, et on le lui reproche depuis, à quel point il est capable d'enrichir sa pensée complexe
par des brutalités qui sont l'expression d'une sincérité et d'une absence de démagogie. Donc, au fond, quand dans ce livre, je me suis laissé aller à lui prêter des propos durs et acerbes, j'ai constaté avec plaisir que la suite des événements a prouvé qu'il en était parfaitement capable. Bien sûr, d'ailleurs, je fais référence à la Guyane ce matin, il a dit « Je ne suis pas le Père Noël ». Et si on termine la phrase, parce que les Guyanais sont des adultes. Absolument. Ça revient sur ce que vous dites sur les journalistes et sur sa brutalité parfois. Et qui ne sont parfois. pas des enfants, alors que depuis ce matin... je n'entends rappeler que la première partie de la phrase. C'est pour ça que j'indique la deuxième partie. Vous avez totalement raison, dire je ne suis pas le Père Noël, ça peut apparaître un peu désinvolte, condescendant. Mais dire je ne suis pas le Père Noël, mais parce que vous-même, vous n'êtes pas des enfants, c'est ce que j'évoquais, une absence totale de démagogie et du courage politique qu'on a trop déserté depuis plusieurs années. Oui, parce que c'est vrai qu'on pourrait dire que s'il dit ça, c'est aussi pour pas faire comme ses prédécesseurs, à moyen d'argent, les calmer. Et mais ensuite... c'est sa nature, c'est sa nature profondément. Et on a mal compris le fait que cette personne cultivée, complexe, n'était pas tout d'une pièce, qu'il a aussi besoin d'une forme de spontanéité parfois brutale et que bien sûr il est à la fois cet intellectuel et ce roublard en politique. Il a une plénitude, qu'on l'aime ou non, hein, c'est autre chose. Vous racontez précisément, étape par étape, les 100 jours plus la campagne d'avant. Vous avez travaillé en documentation sur son rapport à Manuel Valls, son rapport à Jacques Attali, son rapport aussi à Brigitte. Vous avez fouillé chaque aspect de sa vie. Ayant toujours été passionné par la politique et lisant beaucoup de choses, il est évident que j'avais accumulé, comme tant d'autres, beaucoup de choses. Et au fond, son histoire, depuis 3 à 4 ans, y compris son histoire amoureuse, font presque partie de l'histoire de France. Et donc, j'ai pu m'appuyer sur un terreau indiscutable qui m'a permis après, bien sûr, d'analyser et d'interpréter. Il me semble que la plupart de mes interprétations sont plausibles et je me suis parfois, je l'avoue bien volontiers, payé le petit luxe de mettre dans la bouche d'Emmanuel Macron des détestations qui sont les miennes. Oui, voilà, c'était la question suivante. En effet, il y a parfois à propos de Manuel Valls ou d'autres personnages, des petites phrases un peu acerbes, elles parlent de vous. Oui, enfin, lorsque je lui fais dire que Jacques Attali est assez vaniteux et qu'il est très fier que celui-ci ait admis qu'il était brillant, c'est à la fois quelque chose que je pense, mais qui est plausible, vous voyez. Alors ensuite, tout ce qu'il dit sur Jean-Pierre Jouyet et d'autres, mon Dieu, c'est moi, bien sûr, mais encore une fois, j'ai la faiblesse de considérer qu'il aurait pu le dire et que peut-être il l'a dit in petto. Oui, complètement. Alors, avant de vous parler de l'Institut de la Parole que vous avez créé, je me posais la question sur la suite. Il vient d'arriver, ça fait 6 mois. Est-ce qu'il va y avoir du coup une suite? Non, il n'y aura pas de suite parce qu'au fond, j'ai beaucoup aimé analyser les promesses et les espérances. C'est-à-dire, au fond, ce parcours fulgurant à la Bonaparte au pont d'Arcole, en espérant qu'il y en aura d'autres pour la France, mais évidemment, il affrontera des difficultés, des dangers, mais je note tout de même qu'il a une forme d'autorité et d'énergie qui font que, tant bien que mal, il tente de réaliser le programme qui est le sien, en dépassant, pense-t-il, la gauche et la droite. Alors réussira-t-il? Je n'en sais rien, parce que ce sont des blocs politiques très identifiables qui ne vont pas disparaître comme par magie, parce que nous avons ce président de la République qui prétend les dépasser. Bien sûr, c'est là où on voit que ça n'est pas une déclaration d'amour, qu'il y a une vraie lucidité dans le travail, c'est un travail de romancier. Vous avez raison, c'est très fin ce que vous dites, parce qu'au fond, le livre, sans que je l'ai perçu en l'écrivant, oscille à la fois entre l'analyse psychologique et politique, humaine bien sûr, et peut-être quelque chose qui me permet de faire d'Emmanuel Macron, en parlant à sa place, un personnage de roman, tant sa vie a été exaltante, excitante et ressemble presque à la réussite exceptionnelle d'un héros, par exemple, de Balzac. Et en ce sens-là, je trouve que ma tentative pourrait mériter de la part des médias classiques
peut-être plus d'attention, alors qu'ils ont dit monts et merveilles d'un livre que je trouve médiocre, c'est celui de Philippe Béchon, qui joue uniquement sur le badinage amical avec le couple Macron. Oui, tout à fait. Ben là, au moins, ça c'est dit. Donc, n'hésitez pas à vous procurer le livre de Monsieur Bilger sur justement moi, Emmanuel Macron, je me dis que. Et j'aimerais vraiment vous poser la question sur l'Institut de la parole. Vous l'avez créé dans quel souhait? Parce que je trouve très intéressant de pouvoir avoir un maximum de vocabulaire pour affiner une pensée. Depuis toujours, j'ai eu la passion de la parole et je dirais même celle des autres. Quand j'étais à la cour d'assises, quand j'avais le loisir d'écouter, je me suis dit, il est fondamental qu'un jour je puisse enseigner la parole, perfectionner la parole ou l'offrir à ceux qui malheureusement n'en disposent pas parce qu'ils sont trop timides ou que la culture leur manque. Et donc j'ai pu créer cela à la fin 2011-2012 et j'ose dire que dans un monde où la parole d'une certaine manière libre et spontanée à déserter le paysage démocratique et intellectuel, c'est une manière extrêmement originale de l'offrir à partir de ce raisonnement très simple. On a une parole de qualité, bien sûr que si on a de la culture, du vocabulaire, mais surtout si on sait relier sa parole à une personnalité qui elle-même est affirmée. On ne peut pas avoir une parole de qualité, de liberté, de courage et de culture s'il n'y a pas un être avec des vertus fondamentales qui la profère. Autrement dit, c'est à la fois la formation la plus difficile qui soit, puisque plus personne ne sait parler en même temps qu'on improvise sa pensée, mais c'est la plus facile parce que les gens qui me font l'honneur de venir me voir, je leur dis, vous n'avez à vous encombrer que de vous-même. Donc comptez sur vous et à partir de là, vous vous lancez et vous verrez à quel point une parole libre, enrichie, irriguée par la culture est un bonheur. On a besoin de ces informations-là et de cette vision aujourd'hui. Juste une dernière question d'actualité. On voit que M. Hollande parle, justement. Il prend la parole. Il n'a pas forcément la réserve qu'a pu avoir M. Obama quand il est parti. Vous pensez quoi de ce président qui, en fait, n'était pas là quand il était là et finalement est très là quand il n'est plus là? Absolument. Quand il était au pouvoir, il commentait. Oui. Et maintenant qu'il n'y est plus, il prétend agir à la place d'Emmanuel Macron. Entendons-nous bien. Il a tout à fait le droit de continuer à avoir une passion politique, avoir une fondation, mais il est clair que beaucoup de ceux qui l'ont soutenu à gauche ne peuvent, ou à droite encore plus ceux qui ne l'ont pas aimé, ne peuvent pas ne pas éprouver une forme d'ironie sarcastique à l'égard d'un ancien président qui se permet de donner des leçons à Emmanuel Macron alors qu'il a complètement échoué durant son quinquennat et qu'il a fait éclater la gauche dont il prétendait être le vecteur. Alors, il faut un sacré dose de confiance en soi, pour ne pas dire d'arrogance, pour oser donner des leçons lorsqu'on a créé ce désastre. Ouais. Donc voilà, il y a plein de choses, et c'est le ton qu'il y a dans le livre, donc n'hésitez pas. À très très bientôt, monsieur. À bientôt, ça a été un plaisir de découvrir à la fois la qualité de vos questions et puis ce moyen tout à fait étrange de communiquer mes réponses. Merci bien, merci, à très vite.